Rodolphe Bosselut, bonsoir, vous êtes l'avocat de Marine Le Pen. Est-ce que l'appel d'ailleurs de ce procès a été déposé? Oui, ça y est, aujourd'hui. La procédure est lancée. Est-ce que vous avez un espoir raisonnable, comme le disait tout à l'heure le garde des Sceaux, on va l'écouter d'ailleurs, que cette procédure aille vite? Bien, je constate simplement que depuis la mise en œuvre de l'exécution provisoire, il y a quand même des signes qui commencent à être un petit peu convergents sur le fait qu'on se rende bien compte que cette mesure d'élimination sans aucun recours pose une difficulté, y compris à l'institution judiciaire, et qu'aujourd'hui, des instructions, je mets des guillemets à instructions, des recommandations sont portées par le garde des Sceaux, et je pense que le parquet général aura à cœur de, sans doute, hâter et précipiter un procès en appel. On va écouter alors Gérald Darmanin précisément qui répondait à une question de Jean-Philippe Tanguy du RN. Et je souhaite personnellement que si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la Cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible, avec l'esprit dans lequel Madame Le Pen va interjeter appel. Il appartiendra à la Cour d'appel de Paris, parfaitement indépendante dans son organisation, de fixer la date de cet appel. Voilà pour Gérald Darmanin, maître Bosselut. Ça veut dire quoi en temps? Ça veut dire un an et demi, 6 mois? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, alors là, vous me posez une colle parce que je ne suis pas précisément le parquet général, qui est le seul qui a la main sur l'audiencement d'une nouvelle audience en appel, qui a la main sur l'organisation. Et là, je suis... comme tous les prévenus de ce dossier, livré à une forme un peu non pas d'arbitraire, mais enfin de décision qui est celle du parquet général. Là, vous ne maîtrisez pas, effectivement, non, le on ne timing. maîtrise rien. Alors, on va essayer de peut-être activer sur un plan judiciaire aussi le fait que la Cour puisse se réunir avant, mais tout ça part quand même, c'est quand même le point de départ, d'une décision assez extravagante d'assortir de l'exécution provisoire une peine d'inéligibilité. C'est ça qu'il faut dire. Parce que pourquoi aujourd'hui le garde des Sceaux est contraint de faire des déclarations à l'Assemblée générale? Tout simplement parce que cette exécution provisoire est sans aucun recours, hormis l'appel. C'est-à-dire que je n'ai même pas le moyen, dans l'attente que la Cour d'appel se réunisse, de ressaisir un juge pour lui dire mais il y a une difficulté avec cette exécution provisoire, elle est manifestement disproportionnée, elle a été prise sur des motifs qui me semblent discutables, et moi je critique très vertement le jugement qui a été rendu, mais peut-être on en dira quelques mots, mais en tout état de cause, aujourd'hui nous sommes face à une sorte d'impasse judiciaire, d'impossibilité judiciaire qui rend évidemment difficile l'exercice des droits de la défense. Gauthier Lebret, une question. Maître, donc le potentiel appel, quelle est la voie pour Marine Le Pen? On parle de trop de souris, c'est donc qu'en appel, pour qu'on comprenne bien, la justice enlève l'exécution provisoire, parce que je vois mal comment les juges ne vont pas condamner une nouvelle fois Marine Le Pen, même à la rendre inéligible. Donc c'est l'exécution provisoire qu'il faut faire sauter. Vous iriez ensuite en cassation, donc là ça serait suspensif, et c'est ça qui permettra à Marine Le Pen d'être candidate en 2027. Alors, moi, je vois les choses un peu différemment. Je vais juste vous interrompre parce qu'on a à l'instant la Cour d'appel qui vient de faire un communiqué qui explique que 3 appels ont déjà été enregistrés par ses soins concernant le procès d'hier et qu'elle donne l'été 2026 comme période de la décision en appel. Été 2026, maître Bosselut. C'est jouable. Ça veut dire que c'est jouable pour Marine Le Pen ou pas? C'est juste. C'est un peu ric-rac, mais enfin, c'est toujours mieux d'avoir déjà une date par rapport à la situation où hier nous n'en avions aucune. Donc je constate déjà qu'il y a un premier frémissement. Mais pour répondre à votre question, moi je considère un dossier en appel comme un nouveau dossier. Vous partez du principe que la condamnation sera reconduite. Il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat sur l'existence même d'une culpabilité de Madame Le Pen. Je sais bien que le jugement dit que cela n'a pas de sens et que le simple fait de l'invoquer est la preuve d'un risque de récidive, mais il y a un vrai débat. Parce que je veux dire ici à vos téléspectateurs qu'on parle de détournement de fonds publics. Certes, c'est le texte qui fonde la poursuite, mais ce dont on parle, c'est l'usage d'une indemnité qui est donnée à chaque député européen
pour faire de la politique et qu'il emploie notamment pour payer ce qu'on appelle des assistants parlementaires locaux, c'est-à-dire qui ne sont ni à Bruxelles ni à Strasbourg, qui sont sur le territoire français et qui, sur le territoire français, répercutent le travail du député européen sur le territoire national. On nous dit, vous les avez mal employés parce qu'ils ont fait trop de politique pour le parti. Mais c'est un vrai sujet quand même. Hein. Moi, je ne pense pas qu'on puisse, d'un revers de main, dire les contrats sont fictifs, comme nous a dit le tribunal, etc. Alors, je reformule ici. Il y a un vrai débat. Donc, le débat devant la Cour, pour moi, c'est déjà le débat de la culpabilité. Donc, ce débat, mais à minima, évidemment, n'est plus là, elle peut se présenter. Et que vous allez en cassation, elle peut se présenter. C'est-à-dire, si on revient à une, application plus sereine du droit avec un double degré de juridiction et une suspension tant qu'il n'y a pas une décision définitive, effectivement, après la Cour d'appel, un pourvoi serait suspensif. Et à partir du moment où il est suspensif, l'inéligibilité ne serait pas applicable et elle aurait la possibilité de se présenter comme une candidate. Donc, été 2026 pour le procès en appel. Et une décision qui serait rendue dans... 3-4 mois après. 3-4 mois. On imagine que la présidentielle aurait lieu en mai 2027. Hors norme d'une possible élection présidentielle. Avec, en plus, c'est une déstabilisation politique. Parce que le RN va être obligé de s'organiser. Mais je vous répondez, mais après, j'avais d'autres questions. Moi, je ne répondrai pas sur le RN. Moi, je n'ai pas, si vous voulez, en main l'organisation du parti, la politique, etc. Je constate, comme tout citoyen, qu'effectivement, ce calendrier va contraindre la candidate à se concentrer en renouveau sur le procès et sans doute à retarder son entrée en campagne. Après ça, moi, je n'ai pas d'appréciation. Je constate simplement, basiquement, que si l'élection se tient à la date à laquelle elle doit se tenir, a priori, avril-mai 2027. Avril-mai 2027, s'il n'y a pas un élément ou un événement entre-temps, que personne... Vous n'excluez pas ça? Écoutez, moi, je ne suis pas ça comme un observateur de la vie politique. Voilà, c'est tout. Il ne faut plus rien exclure. Il ne faut plus rien exclure, malheureusement. Mais là, elle serait dans l'incapacité de se présenter. Une dernière question, maître. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, le fait qu'aujourd'hui, vous avez François Bayrou, le Premier ministre, qui dit, en gros, il n'est pas très à l'aise avec l'idée de l'exécution provisoire. Il faut réfléchir à une nouvelle formule parce qu'effectivement, il y a des problèmes. On ne peut pas faire appel de l'exécution provisoire. Et dans le même temps, vous avez Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui dit il faut que l'audiencement soit rapide. La Cour d'appel communique immédiatement pour dire ce sera en juin 2026. Comment vous réagissez à ça ? Parce que là, pour le coup, ce n'est pas une justice ordinaire. Ben non, mais parce que la décision qui a été prise est une décision extraordinaire. C'est ça le sujet. La sérénité d'une instance judiciaire aurait été respectée si le tribunal aurait pris la décision qu'il a prise, mais sans l'accompagner. Parce qu'il y a une chose qui échappe un peu aux commentaires de façon générale, c'est que, en l'état actuel de la décision qui a été rendue, la loi Sapin ne s'applique pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'automaticité de la peine d'inéligibilité. Ce qui veut dire encore que le tribunal avait simplement une décision à prendre, puisqu'elle n'était pas automatique, devait-il ou non prononcer l'inéligibilité. Premier stade, il décide que oui. Mais rien ne l'obligeait à assortir cette inéligibilité d'une exécution provisoire. Pourquoi le fait-il ? Alors là, pour prévenir un trouble à l'ordre public. Pour prévenir un trouble à l'ordre public, il est conçu comme le fait pour Marine Le Pen de pouvoir se présenter aux élections. Donc moi, je ne suis pas là, encore une fois, pour mettre en cause Pierre, Paul ou Jacques. Je parle d'un jugement. Et je parle des motifs de ce jugement. Les motifs de ce jugement, me semblent, contrevenir à ce qu'on attend d'un jugement, c'est-à-dire du recul, et qu'il y a évidemment des considérations de nature politique. Et si vous me permettez, j'en termine, parce que pour moi c'est important, il y a un considérant qui est quand même extraordinaire. Donc là, je cite le jugement, « L'atteinte aux intérêts de l'Union européenne revêt une gravité particulière dans la mesure où elle est portée, non sans un certain cynisme, mais avec détermination, par un parti politique qui revendique son opposition aux institutions européennes. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le tribunal nous dit que si le parti avait eu un positionnement que je qualifie rapidement de fédéraliste, les faits auraient été moins graves. Voilà où nous sommes aujourd'hui
rendu. Est-ce que ça explique, selon vous, que dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, ceux qui ont été condamnés n'aient eu que des peines d'inéligibilité avec sursis? C'est une explication, à l'évidence, puisque la position du MoDem sur l'Europe n'est pas la position du RN, et qu'il s'en déduit un traitement judiciaire différent. Ça interroge. Alors après, on me dit, et j'entends monsieur le procureur général qui nous dit « Halte au feu, ne tapez pas sur les magistrats ». Mais moi, je ne tape pas sur les magistrats. Je prends une décision et je la soumets à les personnes qui veulent la regarder avec simplement de la bonne foi. Maître Bosslu, oui, Rachel? Dans ce cas-là, si on suit le raisonnement, ça voudrait dire que votre cliente n'aurait pas accès à la CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme. Si on suit ce raisonnement. C'est-à-dire, je ne perçois pas votre question. C'est-à-dire qu'on considère en droit que le premier de juridiction européen est une juridiction interne. Oui. Mais après, lorsque l'ensemble des recours vont être finis, normalement, tout citoyen européen a le droit à un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais là, comme il y a ce considérant qui considère que c'est parce que ce parti-là est contre l'Europe, de fait, elle n'aurait presque pas le droit d'avoir accès elle ne va pas jusqu'à dire qu'elle est contre la Convention européenne des droits de l'homme. Mais bon, vous avez raison, peut-être on peut aller jusque-là. Mais ce que je constate simplement, c'est que là est expressément articulée une appréciation subjective qui relève d'une appréciation sur le fondement de la politique menée par ce parti pour décider de la sanction qui est prise à son encontre. Pardon de dire qu'à l'évidence, à la lecture de simplement cet attendu, nous sommes en présence d'une décision politique. Et donc on a appris, maître, pendant qu'on parlait que la Cour d'appel de Paris envisage un procès en appel à l'été 2026. Dans quel état d'esprit est votre cliente? On l'a vue très combative hier soir, ce matin encore. Elle est prête à aller jusqu'au bout? Ah non, mais alors là, je ne fais pas de mystère. Ma cliente, ce n'est pas une deuxième nature, c'est sa nature. Elle est combative et elle considère, à juste titre, en lisant cela, ce qui la révolte et la scandalise, que le combat doit se poursuivre. Jusqu'à ce que soit tranché, sans aucune d'ailleurs connotation péjorative, le vrai débat de ce dossier. C'est est-ce que, encore une fois, est-ce qu'on peut dire, sans être jugé comme un récidiviste, en étant avocat, est-ce qu'on peut dire que le fait de faire de la politique comme un député européen français élu sur une liste française auprès d'électeurs français, avec un assistant parlementaire français, est-ce qu'on peut simplement dire que faire de la politique est immédiatement constitutif d'une infraction? Je ne le pense pas. Le tribunal l'a pensé, je le regrette. Allez, nous étions sur le fond du dossier. Merci beaucoup, maître Bosslu, d'être intervenu.